Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs de Micro-ondes. Aujourd'hui, petite nouveauté, puisque ce n'est pas Gaspard, mais moi, Jules, qui vais animer ce nouveau volume 6 de Culturbulence. Aujourd'hui, j'ai avec moi 3 nouvelles recrues que vous avez déjà dû entendre pendant ce merveilleux mois de novembre, animé par nos chroniques quotidiennes. Nicolas, qui va nous parler d'Orange Mécanique. Bonjour. Julie, qui va nous parler du dernier EP de Christine and the Queens. Bonjour. Et enfin, Aya, qui va nous parler du dernier album de Gorillaz. Bonjour. Et je finirai cette émission sur le mythe de l'élu dans le monde du cinéma. Édouard Philippe à l'antenne Micro-ondes, c'est pour vous, c'est maintenant, c'est pour vous, c'est maintenant. Si j'étais vous, j'écouterais. Alors pour ma première apparition dans ce beau format qu'est Culturbulence, je voulais marquer le coup. Non pas en parlant du dernier livre que j'ai lu ou encore du dernier film que j'ai vu, mais bien en vous parlant du meilleur film de tous les temps. À savoir, en toute objectivité, le chef-d'œuvre de Stanley Kubrick, Orange Mécanique. Et alors que j'étais en train d'analyser le film, en passant de la question de la morale à celle de l'esthétisation de la violence, en passant du nihilisme qui s'en dégage à la critique du pouvoir démocratique, je me suis posé une question, bien plus simple, mais qui demeurait première. Pourquoi je le considérais comme le meilleur film de tous les temps ? Et après réflexion, je crois que je vais que très peu parler du film, mais bien plutôt discuter de ce que l'on considère comme un bon film. Car si je considère Orange Mécanique comme le meilleur film du cinéma, c'est probablement car c'est mon film préféré. Ce film m'a bouleversé à travers le message qu'il transmet, sa philosophie transgressive qui remet en cause la morale chrétienne dominante et son questionnement sur ce que l'on considère comme bien et comme mal. Mais pour autant, suis-je légitime pour dire que c'est le meilleur film du cinéma ? Car de nombreuses fois je me suis retrouvé à regarder un film largement reconnu, voire oscarisé, mais qui pourtant, pour moi, n'était pas digne d'intérêt. Pour autant, je ne remettais pas en cause son succès. Et cela n'a rien d'illogique. On distingue aisément ce qui est admirable de ce que nous admirons, et il est facile de reconnaître une œuvre d'art admirable en considérant sa justesse technique ou encore sa précision, sans pour autant l'admirer. Bon nombre sont ceux n'étant pas foncièrement touchés par la musique de Mozart, mais peu s'aventureraient à remettre en cause le génie de ses partitions. En ce sens, on pourrait faire une différence entre ce qui est objectivement bon et ce qu'il est subjectivement. Et alors les meilleurs films du cinéma ne seraient pas les films préférés des spectateurs. Et bien que cela puisse surprendre, c'est une réalité. Un sondage réalisé auprès de la population a permis d'établir une liste des 10 films préférés des spectateurs. En parallèle, le célèbre American Film Institute, composé de critiques de cinéma mondialement reconnus, a publié son top 100 des meilleurs films. Et alors, parmi ces 100 films, qui sont considérés comme les meilleurs films du cinéma, seulement 3 font partie des 10 films préférés des spectateurs. Et aucun n'apparaît dans les 50 premiers. Voilà donc la preuve que ce que l'on aime n'est pas forcément ce que l'on considère comme étant le meilleur. Et pourtant cela est invraisemblable. Pourquoi le meilleur film de tous les temps ne serait-il pas le film le plus aimé par la population ? Alors j'aimerais conclure en vous disant que nous vivons dans un monde où le scientifique prône désormais sur le sentimental et nous donnons parfois plus d'importance à quelque chose d'admirable qu'à quelque chose que nous admirons. Un film conseillé par Télérama fera sûrement preuve d'une prouesse technique indéniable à base de plans, séquences et tout autre artifice, mais ne parviendra pourtant pas à vous toucher autant que ce film que personne n'oserait qualifier de bon film, mais qui vous fait quand même pleurer ou rire plus que tout autre film oscarisé. Alors inutile de s'embarrasser à savoir ce qu'est un bon film, car un bon film, c'est un film que vous aimez. Merci Nicolas. Meilleur film de tous les temps sur IMDb, c'est Les Évadés, et c'est aussi mon film préféré, donc admirable et admiré peuvent aussi se rejoindre. Julie, à toi. Bonsoir à tous, chers auditeurs de Micro-ondes. Merci Nico pour ta chronique, c'est très intéressant. Comme nous sommes en décembre et que 2020 touche à sa fin, je voulais revenir sur la réalisation artistique qui m'a le plus bouleversée cette année. Il s'agit de l'EP de Christine and the Queens, baptisé La Vita Nuova. Il est publié sur YouTube le 27 février 2020, juste à temps pour m'accompagner tout au long du premier confinement, et il ne m'a pas lâché depuis. Son EP est construit en miroir autour d'une chanson, Mountains, nettement plus épurée, plus douce et minimaliste que les autres. Christine and the Queens est une artiste qui m'inspire profondément d'abord pour ses qualités de musicienne. Compositrice, productrice, interprète, sa musique raconte son amour pour la pop de tous bords. Elle n'a que cesse de rendre hommage à David Bowie, Michael Jackson, Prince, Kanye West, Travis Scott, Madonna, pour ne citer que les plus emblématiques.
Et ce que j'admire par-dessus tout chez elle, c'est sa plume et son immense poésie, qu'elle écrit en français, en anglais ou en italien. La Vita Nuova, c'est un EP pop habillé d'un somptueux clip de 13 minutes, théâtre d'une tragédie antique mais incroyablement moderne. Il est tourné à l'Opéra Garnier, un emblème du patrimoine de Paris, et met en scène une Christine tourmentée par un alter ego fantastique. On la trouve dans un premier temps baignée dans la lumière dorée du soleil presque couchant sur les toits de l'opéra, et on descend avec elle, étage par étage, chanson par chanson, dans ce bâtiment iconique à mesure qu'elle s'abandonne à ses visions. La performance de Christine est multiple, elle allie danse, théâtre et musique, et vous captive. Je crois que ce qui touche profondément, c'est son aspect très cru, sincère, rugueux. Bien que Christine soit maquillée et costumée, ce qu'elle nous délivre n'a pas d'artifice. Elle se met à nu, c'est comme si ses costumes la révélaient telle qu'elle est vraiment. Et elle n'essaye pas de se cacher. Elle lâche prise et se laisse habiter par une chorégraphie animale. Sa sexualisation dans le clip et dans son œuvre en général me paraît aussi intéressante à relever. Elle détonne avec ce qu'on a l'habitude de voir dans la pop. Son court-métrage La Vita Nuova, mais c'est aussi vrai des clips de son deuxième album, est saturé de désir et de sexualité débridée. Cependant, à aucun moment est-ce que la caméra ou Christine elle-même ne nous donne l'impression qu'elle est un objet de désir. Le sujet n'est jamais là. Il s'agit d'exprimer le désir de Christine elle-même. Dans La Vita Nuova, elle apparaît presque comme un prédateur sexuel. Et c'est très rafraîchissant de parler de sexualité féminine à travers un autre prisme que celui de l'entité désirable. C'est également courageux de la part d'Héloïse Letizier, a.k.a. Christine and the Queens, de se présenter sous cette lumière, parce que je crois que malheureusement la société a encore du mal avec cette revendication féministe-là, et Dieu sait qu'il est difficile de ne pas se conformer. Bref, si vous n'avez pas eu la chance d'écouter ou de voir La Vita Nuova, dernier EP / court-métrage de Christine and the Queens, je ne saurais que vous recommander ces 13 minutes de poésie. Le premier morceau, People I've Been Sad, a une résonance toute particulière à l'heure du confinement. Je vous laisse donc avec ce passage du texte qui, je crois, correspond à ce que beaucoup d'entre nous ont ressenti à un moment ou à un autre au cours de ces 10 derniers mois. Adolescence contrariée par un millier de chardons morts, marcher pieds nus sur du verre et maintenant tout est plus fort. Adolescence contrariée par des milliers de remords, maintenant quand je ressens quelque chose, tout est bien plus fort. Merci Julie. Et du coup, est-ce que Christine est admirable et est-ce que toi tu l'admires? Ah oui, moi c'est une de mes artistes préférées. Je la trouve exceptionnelle, vraiment, sur tous les plans. Et je crois que quand vous avez regardé, vous avez pensé quoi vous de ce court-métrage? Moi j'avais adoré surtout les transitions. On avait l'impression de parcourir plusieurs époques avec un même clip vidéo et je trouve ça extrêmement intéressant. Et c'est vrai que les liens entre les chansons sont très jolis faits, très joliment faits. Donc la pop française a toujours beaucoup à offrir. On oublie parfois au profit du rap français ou de tous les trucs qu'on écoute tous les jours, mais la pop française a aussi apparemment, selon Julie en tout cas, moi je ne suis pas juge de paix, mais a quelque chose aussi apparemment de puissant à nous offrir. En parlant de musique, je pense qu'on a encore quelque chose à vous dire. Alors moi pour cet instant culture, j'ai choisi de vous parler du dernier album de Gorillaz, sorti il y a 1 mois et demi maintenant, le 23 octobre. Pour ceux qui ne connaissent pas Gorillaz, c'est un groupe formé en 1998 par Damon Albarn et Jamie Hewlett. Et ce qui est intéressant dans ce groupe, c'est que les membres mis en avant sont des personnages fictifs, une sorte d'avatar. Les albums sont donc généralement une collaboration de plusieurs musiciens, ce qui permet une réelle diversité des œuvres, chansons et thèmes proposés. Le dernier album s'appelle Song Machine et se décline en 2 parties. La première partie comporte 17 titres et en fait son dévoilement avait déjà commencé en janvier 2020. En effet, chaque mois, on pouvait retrouver sur la chaîne YouTube de Gorillaz un épisode, ce qui est équivalent à un titre avec son clip vidéo, avec toutes les animations sympas et extrêmement créatives de Gorillaz. Chaque titre est en collaboration avec d'autres artistes. On note par exemple The Pink Phantom avec Elton John, Pac-Man avec Schoolboy, etc. Ce que je trouve très riche musicalement. La deuxième partie, elle, par contre, devrait normalement sortir en 2021. J'ai établi alors un top 3 de mes titres favoris, même si je trouve que tout l'album est en effet incroyable et je vous invite vivement à l'écouter en entier. En 3, j'ai mis The Lost Chord, qui est un titre avec des influences de rock psychédélique, de l'électro house, en collaboration avec Lee John. Et ça évoque le sentiment de vouloir échapper du stress quotidien et de profiter de sa liberté. En 2, je mets Severed Head avec Goldlink et Unknown Mortal Orchestra,
qui est plutôt une critique de l'industrie musicale du point de vue de l'artiste. Et enfin, en premier, je mets The Pink Phantom avec Elton John et le rappeur Black, un titre plutôt pop qui met en avant un protagoniste malheureux, car ses sentiments ne sont pas réciproques malgré ses efforts. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous irez écouter l'album et n'hésitez surtout pas à regarder les vidéos qui sont sur la chaîne YouTube de Gorillaz et qui sont d'ailleurs très très bien faites. Bah, moi j'irai regarder en tout cas. Elton John, chapeau. Bien joué à eux d'avoir réussi à le convaincre de participer à l'expérience Gorillaz. Alors, je crois que ça n'a pas été très compliqué parce que Gorillaz, quand même, est certifié quintuple disque de platine au Royaume-Uni. Donc, en tout cas, pour leur album Demon Days. Donc, je pense que Elton John n'a pas été trop difficile à convaincre. Et ouais, c'est clair que aussi, visuellement, c'est toujours très intéressant. Les clips de Gorillaz sont toujours hyper travaillés. Donc, j'irai voir moi aussi. Merci beaucoup, Aya. Moi aussi, j'irai jeter un coup d'œil alors. Et bah super, alors tout le monde sur le plateau est d'accord avec Aya. Bon, et bah c'est super. Alors du coup moi, pour finir cette émission, j'aimerais vous parler du mythe de l'élu dans le monde du cinéma. Déjà, dans un premier temps, la question de base, qui est l'élu? Qu'est-ce que l'élu? A priori, c'est quelqu'un que l'on considère comme doté de quelque chose qui dépasse de la norme, des compétences telles que cette personne-là est absolument unique. Mais alors, quelle est la différence avec le génie, direz-vous? Le génie d'un protagoniste est souvent contesté par ses pairs, car le génie est souvent décrit par des compétences essentiellement intellectuelles ou éventuellement artistiques. C'est le cas par exemple d'Alan Turing, dans le récit, par exemple dans le film d'Imitation Game, et aussi dans la réalité d'ailleurs. Bien que brillant aux yeux du spectateur, son génie n'est pas reconnu par tous ses pairs, il est pris pour un fou, et même accusé d'être un espion par ses supérieurs de l'armée britannique. Mais contrairement à l'intuition générale, ne revenons pas sur Terre, non. Tournons-nous plus vers le rêve, vers l'imaginaire collectif. En effet, l'élu dépend plus de l'ordre du mythe, de la croyance, plutôt que du réel. L'élu n'est pas celui que nous, spectateurs, considérons comme extraordinaire, celui que les autres protagonistes considèrent comme tel. Prenons par exemple l'exemple d'Harry Potter. Tout le monde le connaît dans la rue, tout le monde sait qui c'est à Poudlard. Son talent, il est immense et tout le monde le voit. Si bien qu'il est adulé par ses amis, par ses profs, et craint par ses ennemis. D'ailleurs, big up à tous ceux qui disent que Neville est l'élu, j'y crois pas trop. Pour ceux qui veulent supporter cette théorie, il y a une chaîne YouTube américaine, The Film Theory, qui dément un peu cette thèse. C'est aussi plus lui qui doute en fait de son rôle et s'interroge souvent sur le caractère moral de ses actions. Harry Potter refuse bien souvent son destin et doute parfois aussi du bien fondé de ses actions. Plus que ses professeurs le font. Ses professeurs lui accordent une confiance assez aveugle en fait. Aussi se pose parfois la question de sa naissance et par extension de son but. En effet, l'élu est défini par son passé, par sa genèse, souvent le fait d'une entité supérieure. Il a été créé pour un but, mais quel est ce but? À qui doit-il vraiment allégeance? On ne doute pas de son pouvoir, mais surtout à qui l'élu accordera son talent. C'est par exemple Yoda qui s'oppose à entraîner Luke, pas à cause de son âge, à cause de son impulsivité et de son caractère émotionnel qui pourrait l'entraîner vers le côté obscur de la force. L'élu n'est pas quelqu'un qui travaille pour son but, c'est plutôt quelqu'un dont le talent et la destinée le portent. Il est véritablement plus amené à grandir qu'à progresser dans ses habiletés. Luke Skywalker s'entraîne certes avec Yoda pour devenir un Jedi, mais Luke est avant tout un personnage chevaleresque avec une connexion innée à la force, mais il doit avant tout apprendre la sagesse et à se contrôler. Il appartient souvent, l'élu, à une prophétie. Il est parfois nommé par une entité dès sa naissance, comme je l'ai dit, et il est invariablement amené à corriger quelque chose. Il doit réparer un mal, une injustice, sauver ses pairs. En bref, il doit ramener l'équilibre à une situation initiale, et ce, au prix d'un sacrifice. L'élu est souvent la victime d'une tragédie et parfois la perte d'un parent. Harry Potter, Anakin et Luke perdent leurs proches. Ou commet aussi un sacrifice afin de pouvoir réaliser son destin, comme Cooper dans Interstellar, qui choisit de quitter sa famille pour s'envoler à la découverte de nouveaux mondes habitables. Le héros classique, celui du film de super-héros par exemple, Captain America, Thor, Iron Man, est quant à lui plus dynamique que le personnage de l'élu. Le héros fixe son but plutôt librement, il choisit sa ou ses quêtes, et ce pourquoi il balance parfois entre bien et mal, moral et immoral. L'élu dispose, lui, d'une certitude morale qui l'emmène dans une trajectoire, une direction claire établie souvent très tôt dans la dynamique du récit. Son but est unique, sa trajectoire est finie,
achevé quand la prophétie est accomplie. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut dire de l'élu ? Bien, je dirais que c'est un personnage assez inspiré de la tragédie grecque en fait. Sa trajectoire est donc, comme j'ai dit, tracée, immuable. C'est sa destinée que de rétablir quelque chose, de corriger la situation, et ce, grâce à des prédispositions innées. Il se rapproche du héros classique, en ce que l'élu est un personnage qui sait presque justement faire partie du récit. Il est souvent conscient, bien que parfois animé de doutes, de son importance. Il en est certain, il est lucide sur son destin. Mais bravo et merci beaucoup. Et je t'en prie. Du coup, est-ce que tu parles d'une comparaison avec la tragédie grecque? Est-ce que tu trouves qu'il y a un fatalisme, le même fatalisme qui est présent dans la tragédie grecque, qui s'impose aussi à ces formes d'élus dont tu parles? Bah, je pense que oui. En fait, l'élu, le fatalisme, en fait, c'est qu'il est fondé justement par la tragédie souvent. Il est fondé, c'est ce qui le lance sur son destin. C'est l'injustice, par exemple, de perdre ses parents. C'est comme Luke dans le début du 4, le vrai Star Wars. Big up aux fans de la trilogie préquel. Luke, il est mis en mouvement justement par la perte en fait, de son oncle et de sa tante, tués par l'Empire en fait. Et à partir de là, s'enclenche un mécanisme en fait qui est inarrêtable. Luke décide de devenir un chevalier Jedi, quoi qu'il en soit, comme son père, pour combattre l'Empire, les atrocités de l'Empire et réparer justement le mal qui se passe dans la galaxie. Une fin toujours plus joyeuse souvent que pendant la tragédie grecque, mais oui. C'est sûr. La chanson d'Ewok, c'est vraiment plus sympa que le meurtre de son oncle et de sa tante. Enfin voilà, bah, en tout cas merci à vous trois d'être venus ce soir. C'était un plaisir d'avoir discuté avec vous. On vous fait la bise à Micro-ondes, la radio qui vous réchauffe.